Madiambal Diagne, candidat aux législatives sur la liste Diamak Ndiarigne. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets. Débat ou pas débat entre Amadouba et Ousmane Sonko, les législatives et la campagne électorale qui démarre ce dimanche, l'intercoalition de l'opposition dans les départements, Macky Sall et Karim Wade, Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko et la gouvernance inédite au sommet de l'État, PASTEF et son projet, la polémique sur les chiffres de l'économie sénégalaise qui continue. Que va dire la Cour des comptes? Madiambal Diagne face à Babacar Fall, le grand jury, dimanche 11h10 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du grand jury de RFM. Bonjour Madiambal Diagne. Bonjour Babacar et bonjour à tous les auditeurs de la RFM. Vous rentrez de New York, des États-Unis, en ce premier jour de la campagne électorale, on y reviendra. Vous avez suivi peut-être avec nous la sortie vendredi soir de Bassirou Diomaye Faye, un petit speech suivi d'un petit point de presse au palais présidentiel. Le fond et la forme de cet exercice pour vous? Je vous remercie de me donner l'occasion d'évoquer cette sortie médiatique du président de la République. Je crois que c'était un moment qui avait suscité beaucoup d'attention de la part du public dès l'annonce que le président de la République allait s'adresser à la nation ou bien peut-être aller parler aux médias. Beaucoup de spéculations ont été enregistrées et l'attente était grosse. Je crois que c'est le contexte, c'est aussi l'importance des enjeux du moment. Il reste que c'est une tradition que le président de la République s'adresse aux Sénégalais à la veille de scrutins électoraux d'une envergure nationale. Je crois que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, n'a pas dérogé à cette règle ou à cette tradition. Donc, cette sortie était attendue. Il faut dire quand même que tant elle était attendue, peut-être autant cette sortie nous a laissé sur notre faim. On s'attendait à ce qu'il évoque des sujets plus importants pour la vie de la nation. Certes, il a parlé de prêcher la paix, prêcher la concorde, prêcher la démocratie, a donné des assurances sur la tenue du prochain scrutin. C'est peut-être des choses, comme on dit dans notre jargon journalistique, c'est un train qui arrive à l'heure. Il ne saurait dire autre chose, mais des journalistes ou bien le public s'attendaient à quelque chose de plus croustillant que cela. Le timing aussi avec cette polémique animée par des responsables PASTEF et des militants de PASTEF, quand des directeurs généraux d'organismes publics qui ont bénéficié de décrets de Diomaye Faye et qui critiquent un décret que ce même Diomaye Faye a pris pour nommer un président de conseil d'administration à la tête de la Société nationale des HLM du Sénégal. Lui, Diomaye, semble marquer son territoire et marquer son autorité sur le sujet. Et qu'est-ce qu'il faut retenir quand des figures de premier plan de PASTEF s'en prennent comme ça à une décision du président de la République? Bon, il faut dire effectivement que le président de la République a eu l'occasion de marquer son territoire ou bien de porter le costume ou la veste du chef de l'État. C'est lui qui nomme aux emplois militaires et civils, c'est lui qui est l'autorité suprême de la nation et il a tenu à montrer par sa réponse qui apparaît comme un désaveu cinglant aussi bien à l'endroit de son premier ministre Ousmane Sonko qu'à l'endroit de toutes les personnalités qui ont eu à se prononcer sur le sujet de la nomination de Samba Diaye comme président du conseil d'administration de la Société nationale des HLM. Le président de la République a montré qu'il ne semble pas être dans une logique de corriger cette nomination, pour reprendre le mot ou l'expression employée par le premier ministre Ousmane Sonko. Donc, le président de la République, dans la forme de sa réponse comme dans le fond, a été très ferme et à l'endroit de son premier ministre, il a carrément dit, mot pour mot, que ce propos de corriger cette décision n'engage que le premier ministre et qu'il faudrait peut-être lui poser la question. Il a dit, le fond est violent, mais la forme aussi par laquelle il a prononcé ces mots aussi était assez violente et assez ferme. Donc, je pense que c'est l'occasion pour le président de la République de marquer son territoire, comme je viens de le dire, mais aussi, quelque part, ça interpelle les acteurs qui ont eu à se prononcer. C'est les acteurs de premier plan du pouvoir,
notamment des responsables politiques de PASTEF qui occupent des positions, et vous avez bien fait de rappeler que les positions qu'ils occupent, ils les doivent à une nomination d'un décret signé par le président de la République qui a peut-être aussi la latitude de nommer tout Sénégalais à des emplois publics. Je crois que c'est inconvenant de leur part de remettre en cause de cette façon aussi bruyante, aussi publique, à la limite aussi agressive, disons, pour s'insurger contre une nomination prise par le président de la République, qui a peut-être ses critères de nomination et ses paramètres. Peut-être qu'eux-mêmes, leur nomination aurait pu être discutée par d'autres Sénégalais, mais le président de la République a fait un choix pour dire qu'il s'ouvre à tous les Sénégalais qu'il estime devoir choisir pour le profit des responsabilités nationales et que, quelque part, il n'y aurait pas une exclusivité des militants de PASTEF aux emplois publics. Et d'ailleurs, il y a une incohérence dans le propos de ses adversaires de la nomination ou de ces personnes opposées à la nomination de Samba Ndiaye, parce que contester la nomination de Samba Ndiaye parce qu'il n'appartiendrait pas au camp PASTEF originellement, ou bien parce qu'il n'avait pas soutenu leur candidature, ou bien parce qu'il avait porté des propos aigres-doux à l'endroit des responsables de PASTEF, je pense qu'on ne peut pas compter le nombre de personnes qui ont été du camp de Macky Sall ou bien qui ont tenu des propos assez acerbes à l'endroit des responsables de PASTEF. Je crois qu'on n'a pas besoin de citer le directeur de cabinet du président de la République, Mary Teuw Niane, qui par le passé était illustré comme étant un farouche adversaire truculent de PASTEF. La représentante du président de la République, Mme Aminata Touré, s'était distinguée par la violence de ses propos à l'endroit des responsables de PASTEF, dont Ousmane Sonko ou Bassirou Diomaye Faye, et on les retrouve à des positions beaucoup plus importantes que celles qui venaient d'être dévolues à Samba Ndiaye. On peut citer d'autres exemples, comme le secrétaire général de la presse de la République, qui peut-être n'avait pas fait des déclarations publiques à l'endroit des responsables de PASTEF, mais qui était quand même, il faut le dire, au cœur ou bien dans le sein des saints, c'est-à-dire qui était le secrétaire général de la presse de la République et qui a continué ses fonctions après l'avènement du Bassirou Diomaye Faye. C'est dire simplement que la démarche était incohérente, inconvenante, à la limite irrespectueuse à l'endroit du président de la République. Et je crois que l'occasion a déjà été donnée au président Bassirou Diomaye Faye de montrer quand même qu'il veut rester le patron, et il l'a dit de façon sans équivoque. Parce que après la sortie de ces différents responsables, c'est Ousmane Sonko lui-même qui en a rajouté une couche. Il dit que ceux qui ont eu des inimitiés avec PASTEF n'ont pas de place au sein du pouvoir. Et pour vous, Bassirou Diomaye Faye s'est dressé contre cette position. Entre les deux, est-ce que c'est juste une conjoncture ou le début d'une crise alors? Bon, il faut dire que nous pouvons interpréter cela comme l'extériorisation d'une crise interne à PASTEF. Je ne pense pas que ça devrait valoir la peine que le président de la République s'adresse de façon aussi solennelle à la nation. Peut-être qu'un communiqué, un tweet ou un message quelconque aurait suffi. Mais qu'à cela ne tienne. Il y a eu des rumeurs, il y a eu des postures qui ont été interprétées différemment, ou bien peut-être des situations assez embarrassantes, ou bien qui ont pu intéresser les journalistes, ou bien les analystes politiques, ou bien la classe politique de façon générale, relativement au rapport entre le président de la République et son Premier ministre. Aujourd'hui, c'est une crise qui apparaît sur la scène publique parce que le président de la République a pris une décision qui a été contestée par qui? Par de hauts responsables de PASTEF, des directeurs généraux d'entreprises publiques, ou bien des députés, ou bien même le Premier ministre qui conteste la décision du président de la République. Or, cette décision prise par le président de la République... Ceux qui ont réagi, quand on observe, ce sont des proches d'Ousmane Sonko. Et justement, c'est ce qui explique qu'il y a quelque part un clivage, ou bien peut-être des camps qui se définissent au sein du pouvoir, des camps que les uns et les autres réfutaient, des camps de proches d'Ousmane Sonko et des camps de proches de Bassirou Diomaye Faye. Ça devient très clair maintenant. Mais de toute façon, aujourd'hui, il apparaît que le Premier ministre et des gens qui sont, disons, qui sont réputés être de son camp ou qui lui sont proches, de par leur prise de position publique, se sont attaqués ou se sont insurgés contre une décision du président de la République, qui a lui-même tenu à rétablir les choses pour rester droit dans ses bottes, rester ferme sur sa décision. Je crois que c'est une crise ouverte qui est là. Quelles seront les conséquences de cette crise ouverte? Le temps nous le dira, mais toujours est-il qu'il est important quand même de préciser l'attitude assez étonnante, pour ne pas dire surréaliste du Premier ministre. Parce que la décision qui a été contestée a été prise en Conseil des ministres et annoncée dans le communiqué du Conseil des ministres. Et le Premier ministre, à ce que l'on sache, contresigne ces décrets de nomination.
Donc, s'il veut montrer qu'il est surpris, étonné par une telle nomination et que quelque part le président de la République aurait été induit en erreur, je crois quand même que je ne dis pas que c'est de la légèreté, mais quand même c'est une volonté ou bien une tentative ou une approche de vouloir se dédouaner d'une situation ou de se désolidariser d'une question qui peut poser polémique. C'est là que peut-être, Mathieu Baldiane, c'est là que peut-être le discours de Bassirou Diomaye Faye, il est différent de celui d'Ousmane Sonko, parce que Bassirou Diomaye Faye dit « Je suis le président de tous les Sénégalais, ceux qui ont voté pour moi et ceux qui n'ont pas porté le suffrage sur moi à la dernière présidentielle. » Diomaye, il appelle à une sorte de réconciliation, une sorte d'unité nationale, un discours très rare dans les rangs de Pastef. Bon, mais je crois que c'est le constat qu'on a fait, que Bassirou Diomaye Faye semble vouloir se poser en rassembleur, semble vouloir se poser comme le président de tous les Sénégalais. Il veut se démarquer du sectarisme affiché par Ousmane Sonko et certains caciques de Pastef. C'est tout heureux de le constater. C'est encore une fois la confirmation d'un désamour ou peut-être d'un désaccord ou bien peut-être de friction au sein du pouvoir. Les gens ne semblent plus être dans les mêmes options ou dans les mêmes logiques. Bassirou Diomaye Faye veut être le président de tous les Sénégalais. Ousmane Sonko et son camp veulent que Pastef utilise le pouvoir et ait une prégnance ou une exclusivité dans la gestion des affaires publiques. Donc, je crois que les paradigmes ne semblent plus être les mêmes et c'est ce qui semble dire et conforter l'idée qu'il y a une crise au sommet de l'État. Ça peut mener à quoi 7 mois de présidence seulement et quand on imagine qu'une crise commence à s'installer dans l'exécutif? Il n'y a rien d'étonnant a priori par rapport à cette question parce que depuis le début, Ousmane Sonko s'est toujours montré à la limite irrespectueux à l'endroit de Bassirou Diomaye Faye. On l'a vu le traiter publiquement de manière très inconvenante. Ça, tout le monde a pu l'observer. On l'a vu aussi montrer à chaque fois que le président Bassirou Diomaye Faye devait prendre la parole, qu'il prenait les devants lui-même, Ousmane Sonko, pour annoncer le message du président de la République. Et que c'est comme si le président de la République agissait, parlait sous la dictée de Ousmane Sonko ou sous ses ordres. Je crois que tout le monde a pu déplorer cela. Ça a été gênant pour tout le monde. Ça a été gênant pour tous les Sénégalais respectueux des us et coutumes de la République. Ça a été aussi quelque chose de très maladroit de la part de Ousmane Sonko qui semblait vouloir à chaque fois montrer ou ravir la vedette au patron qui reste le président de la République. Et on a vu tous ces actes-là posés par Ousmane Sonko. Bassirou Diomaye Faye s'est montré stoïque jusqu'à présent. Il a avalé des couleuvres. Il s'est laissé marcher sur les pieds, il faut le dire. Peut-être ça l'a incommodé, peut-être ça a incommodé certains de ses collaborateurs, mais ça ne peut pas durer éternellement. Je crois qu'il faut à un moment que sa fierté, son orgueil, mais aussi sa responsabilité de président de la République s'affiche et qu'il l'assume. Autrement, souvenez-vous, la presse, les acteurs politiques avaient dit, mais si le président de la République n'est pas capable d'assurer son rôle, qu'il démissionne et qu'on aille à des élections anticipées pour que si Ousmane Sonko gagne, qu'il devienne le président de la République, mais on peut avoir 2 présidents de la République. Aujourd'hui, c'est la situation que nous vivons au Sénégal. Cette crise ou cette mini-crise ou cette friction qui semble se dessiner ne me surprend honnêtement pas parce que je me suis toujours dit que ça ne peut pas continuer, qu'on ait un premier ministre qui passe pour être le patron du président de la République. Bassirou Diomaye Faye aussi, c'est un homme politique, mais qui n'a pas d'appareil. Il a démissionné de ses fonctions dans PASTEF, comme le stipulent les textes du parti. C'est Ousmane Sonko qui contrôle PASTEF, qui mobilise. Le président aussi a besoin d'appareil et la coalition Diomaye président. Mais souvenez-vous que lors des investitures aux élections législatives, Ousmane Sonko a pris sur lui d'écarter la coalition Diomaye président pour dire qu'il investira exclusivement des militants de PASTEF. Je crois que c'était une volonté de détricoter cette coalition-là, vouloir s'en passer, et c'est aussi la volonté, disons, de garder la haute main sur l'appareil d'État, ou bien peut-être pour PASTEF de garder la haute main sur l'appareil d'État. Cela se traduit aujourd'hui par le fait que le président Bassirou Diomaye Faye ne semble pas vouloir cela. Le président Bassirou Diomaye Faye veut élargir sa base politique. Vous me dites qu'il n'a pas encore d'appareil, mais s'il y a une crise politique dans cette histoire-là, il faut bien le dire, c'est Ousmane Sonko le principal perdant. Ousmane Sonko ne tient en place et ne tient sa fonction que d'un décret de président Bassirou Diomaye Faye. Il peut
perdre du jour au lendemain. Alors que le président Bassirou Diomaye Faye est là pour 5 ans. Donc, je crois que s'il y a un choix à faire, s'il y a quelqu'un qui doit s'aligner, si tant est que le président Bassirou Diomaye Faye veut assumer ses responsabilités, Ousmane Sonko sera contraint, forcé et bien obligé de s'accommoder de Bassirou Diomaye Faye. À moins que Ousmane Sonko ait une majorité électorale qui puisse lui permettre d'imposer sa loi à Bassirou Diomaye Faye, ce qui n'est pas encore le cas. Attendons de voir l'issue des élections législatives pour voir les postures des uns et des autres. Mais encore une fois, et si je sais que vous êtes candidat à ces élections, vous souhaitez naturellement que votre coalition gagne, mais si PASTEF obtient une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, comme le dit Ousmane Sonko vendredi, ce seront des députés pro-Sonko. C'est lui-même qui les a investis. Ça pourrait réduire la marge de manœuvre de Bassirou Diomaye Faye dans le futur proche. Moi, honnêtement, je ne crois pas à une telle perspective. Ousmane Sonko, il se sent très faible. C'est ce qui explique son agitation à l'heure actuelle. Tout le monde sait que la base électorale de PASTEF s'est complètement érodée. Ça, c'est une réalité que vous observez tous les jours. PASTEF a été élu sur un gros espoir des populations sénégalaises, sur un pari fait par les populations sénégalaises. Malgré la grosse mobilisation à la Dakar Arena la semaine dernière. Mais écoutez, Dakar Arena, c'est 15 000 places. 15 000 places convoyées de tout le Sénégal. Je crois qu'il ne faut pas pavoiser avec ça. Lui-même, il doit être modeste par rapport à sa jubilation. 15 000 places, c'est moins du quart de quotient électoral pour avoir un député. Si vraiment Ousmane Sonko qui drainait les foules, qui rassemblait les foules, qui venaient par eux-mêmes, par leurs propres moyens et qui se cotisaient pour se mobiliser, se payer des t-shirts ou payer des gadgets qu'on vendait, s'il faut maintenant transporter les gens de toutes les régions du Sénégal pour remplir le Dakar Arena de 15 000 places, je crois qu'il doit se poser des questions. Il y a des acteurs politiques qui ont rempli des stades de 60 000 places, ça ne leur a pas permis de gagner des élections. Je crois qu'il faudrait aussi qu'on essaie d'éviter de manipuler l'opinion publique. Remplir Dakar Arena est une chose, mais gagner les élections est une autre chose. Encore une fois, Dakar Arena, c'est 15 000 places. Rempli à ras-bord, Dakar Arena ferait le quart du coefficient électoral pour élire un député sur la liste nationale. C'est vraiment dire qu'il faut être modeste par rapport à cette façon de voir les choses. Les électeurs vont trancher le 17 novembre. Mais ce que j'étais en train de vous dire, c'est que la base électorale de PASTEF s'est beaucoup érodée. Quelle était cette base électorale? C'était les marchands ambulants, c'était les jeunes désœuvrés, c'était les ouvriers qui travaillaient dans les chantiers, c'était la ménagère qui était soucieuse du coût des denrées, c'était le fonctionnaire qui pensait à ses lendemains de retraite, ou bien peut-être à l'amélioration de ses conditions de travail. C'est aussi peut-être le travailleur ou le cadre sénégalais qui était à l'étranger, qui pensait que l'avènement du régime de PASTEF lui permettrait de rentrer, occuper des fonctions importantes dans son pays. Tout ce monde-là vit une désillusion dans le sens où tous les Sénégalais peuvent aujourd'hui s'accorder sur le fait que le prix des denrées a flambé. Tous les Sénégalais peuvent s'accorder sur le fait que les acquis laissés par le régime de Macky Sall sont en train de s'envoler. L'électricité commence à être coupée, les gens ont des problèmes d'eau, la facture d'électricité devient de plus en plus chère et le Premier ministre l'a annoncé lui-même qu'il va lever les subventions sur l'électricité et les denrées de première nécessité, ce qui va induire une flambée ou une cherté de la vie beaucoup plus intenable pour les populations. Les ouvriers ou bien les petites gens qui gagnaient leur vie par un travail journalier ont vu les chantiers arrêtés. Vous avez vu tous les chantiers de l'État sont aujourd'hui arrêtés faute de paiement. Vous avez vu par exemple une dégradation notoire des finances publiques. Le gouvernement lui-même le reconnaît, ses partenaires économiques et financiers l'affirment sur la base de rapports très précis qui disent que les recettes de l'État ont baissé, les dépenses ont augmenté, le déficit budgétaire se creuse, l'inflation il est là, et qu'aujourd'hui, le Sénégal est obligé de s'endetter à des taux qui sont les plus exorbitants de la sous-région. Si on en arrive à une situation où en 7 mois, le Sénégal qui avait la meilleure signature d'Afrique, après l'Afrique du Sud, ce Sénégal qui avait les taux d'endettement les plus faibles du continent, si ce Sénégal-là aujourd'hui s'endette autour du Mali, autour du Burkina Faso, autour du Niger, il faut bien l'admettre, il y a un gros recul économique.
il y a un recul dans la gouvernance. Et aujourd'hui, tous ces signaux-là sont au rouge. C'est la réalité économique que nous vivons. Il n'y a pas un Sénégalais qui, aujourd'hui, peut se mettre devant la face du monde pour dire que ses conditions de vie se sont améliorées depuis l'avènement du régime de Pastef. Donc, mais ça, si Ousmane Sonko met sur le compte de Macky Sall et de son régime. Hein? Ben, écoutez, c'est facile de la mettre sur le compte de Macky Sall et de son régime. Que Macky Sall et son régime aient échoué, c'est eux qui sont aux manettes depuis 7 mois. C'est parce que peut-être les autres ont échoué ou n'avaient pas donné satisfaction qu'on les a dégagés. Eux qui ont maintenant hérité du pouvoir, c'est à eux d'apporter les réponses. Je crois que rester à faire des récriminations par rapport à une mauvaise gestion de Macky Sall ou de son équipe, c'était de bonne guerre au moment où vous venez d'arriver. Mais aujourd'hui, après 6 mois, après 7 mois de gouvernance, je crois que maintenant, il faut apporter des solutions. S'ils sont incapables d'apporter des solutions, pensant que tirer sur le régime de Macky Sall ou faire porter le chapeau au régime de Macky Sall va améliorer le sort des populations sénégalaises, je crois qu'ils sont en train de se tromper. Aujourd'hui, ils parlent beaucoup, mais il faut poser des actes. Et les actes qu'ils posent ne vont pas dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations, ne vont pas aussi dans le sens d'améliorer la situation économique et financière du Sénégal. C'est des constats que nous faisons. En tout cas, quand le régime de Macky Sall quittait le pouvoir, le courant n'était pas coupé. Quand le régime de Macky Sall quittait le pouvoir, les chantiers de l'État étaient encore en train d'être exécutés. Et au-delà de cela, quelles sont les entreprises qui ont été fermées depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir par des erreurs de politique publique qu'ils ont mises en œuvre, avec une pression fiscale intenable pour les entreprises, ou bien une décision unilatérale d'arrêter des chantiers dans les constructions sur des bases irréfléchies. Et les conséquences sociales sont énormes. C'est des milliers de personnes qui ont perdu leurs emplois, c'est une activité économique au ralenti ou bien à l'arrêt, et cela impacte tous les secteurs d'activité. Les banques, les assurances, les cabinets des notaires, le secteur des transports a baissé, le secteur industriel a baissé. Donc, il faut prendre les rapports produits par le ministère de l'économie, des finances et du plan, qui sont là et publics. Tous ces rapports indiquent une morosité économique qui est là, mais cette morosité économique ne peut être que le fait ou bien ne peut être imputé qu'à un gouvernement qui est là depuis 6 mois. Et même dans la gouvernance publique, il y a une impréparation, il y a une méconnaissance de l'appareil d'État, que les actes essentiels de l'État n'ont pas été faits. Tenez-vous, Babacar, aujourd'hui, par exemple, le gouvernement n'a même pas de projet de budget pour l'année 2025. Ils ont passé leur temps à s'occuper de futilités et d'anecdotes pour ne pas faire l'essentiel du travail gouvernemental. Donc, comment on peut reprocher à l'équipe de Macky Sall d'avoir empêché au gouvernement de travailler pour préparer, par exemple, le budget? Et ils n'ont pas de projet de budget. Comment on peut reprocher à Macky Sall ou à son régime le fait de n'avoir pas été assez persuasif sur des emprunts de 750 millions levés par un eurobond dans des conditions opaques par le régime de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko? Ça, on a beau dire, mais on ne peut pas reprocher ça au régime de Macky Sall. Et si le FMI demande des explications sur ces emprunts-là, que le gouvernement ne peut pas donner, et que le FMI retient les paiements qu'il devait faire sur la base du programme triennal conclu avec le Sénégal, et des paiements qui devaient sortir au mois de juillet et au mois de décembre, et que les missions du FMI qui se sont succédées au mois de juin, de juillet et de septembre ont conclu à une situation économique alarmante, soit on ne peut pas l'imputer encore une fois au gouvernement de Macky Sall. Il y a bien quand même un héritage, sur la situation économique et financière. Cette situation dont a hérité Pastef, elle est réelle aussi. Ensuite, Madame Diagne, la gouvernance sous Macky Sall, on ne peut pas dire que c'était du 100% orthodoxe. Non, il y a eu des problèmes. Je ne le dis pas et vous êtes bien placé pour savoir qu'à chaque fois, j'ai eu à alerter sur ce que je considérais comme des actes de mauvaise gestion ou bien d'une gouvernance qui n'était pas assez satisfaisante du temps de Macky Sall. Ça, je crois que de ce point de vue-là, on peut me reconnaître cela. Mais aussi, je renvoie l'équipe de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye à leur responsabilité, à leur déclaration. C'est eux qui, en arrivant au pouvoir, avaient fait un diagnostic de la situation pour dire, dans un rapport public sur l'état d'exécution budgétaire du premier trimestre, que le budget a été exécuté convenablement et qu'on était à 24,3% de la consommation des crédits de l'année.
C'est eux qui l'ont dit et ces rapports sont disponibles sur le site du ministère des Finances. Ils avaient donc donné un satisfecit à la face du monde et avec l'équipe du FMI en disant que la gouvernance précédente a travaillé et nous a laissé l'équivalent de 430 milliards pour passer la période post-électorale des fonds qu'ils ont reçus depuis le 9 avril. Entre-temps, combien de fonds les gens ont-ils levés sur les marchés financiers nationaux, internationaux et sous-régionaux? C'est plus de 1000 milliards aujourd'hui que le gouvernement de Ousmane Sonko a levé. Est-ce qu'un gouvernement comme le présente Ousmane Sonko d'un pays en ruine peut avoir une signature crédible pour lever des ressources comme ça? Je ne le crois pas. Les pays en ruine ne peuvent pas emprunter des montants aussi importants dans la sous-région. Personne ne leur fait confiance. Donc c'est quelque part une limite aux propos de Ousmane Sonko. Mais quand cela ne tienne, ils ont trouvé une situation qu'ils avaient déclarée comme convenable, satisfaisante. Si 6 mois après, ils viennent nous dire que non, ce n'était pas une situation satisfaisante, qu'il y a des choses pas orthodoxes, qu'ils sont les seuls d'ailleurs à dire. Parce que ce n'est pas à Ousmane Sonko de dire que la gouvernance a été mauvaise. Il doit certifier ça par les institutions compétentes de l'État, qui sont des institutions indépendantes, comme la Cour des comptes. Ousmane Sonko, sa seule parole ne saurait suffire parce qu'il ne peut pas être juge et partie. Qu'est-ce qui l'empêche alors, s'il fait des constatations du genre, de les donner à la Cour des comptes qui doit les examiner, les auditer pour dire qu'il a raison ou qu'il a tort? Mais il n'attend pas que la Cour des comptes regarde cela, il s'empresse pour jeter l'opprobre sur les autres, c'est ce qui laisse un peu du monde dubitatif. Et encore une fois... Après, on ne comprend pas... On ne comprend pas après que les marchés financiers réagissent négativement à ces déclarations par certifiés. Les agences de notation qui évaluent sur la base des déclarations du Premier ministre sans que l'organe habilité, la Cour des comptes, ne valide toutes ces données rendues publiques par Ousmane Sonko il y a quelques jours. Non, mais les agences de notation ne se basent pas simplement sur les déclarations du Premier ministre. Les agences de notation évoluent une situation économique, un environnement économique. Donc, quand le Premier ministre a fait sa déclaration, l'agence Moody's a publié par la suite, c'est des publications périodiques, donc c'est sur 3 mois, 6 mois que les gens examinent ou étudient l'évolution d'un pays. Donc, il est arrivé à un moment où Moody's devait publier les notes de différents pays, dont le Sénégal. Et Moody's a constaté que l'économie du Sénégal devient de moins en moins crédible après 6 mois de gouvernance de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko. C'est ça les faits. Et aujourd'hui, Moody's nous a renvoyé à une note de 2014. En 2014, on était à la situation BA3. Et c'est cette note-là à laquelle on nous a renvoyé. Donc le Sénégal a reculé de 10 ans par rapport à la crédibilité de sa signature, par rapport à la confiance des marchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Si moins bien vous êtes noté, plus les taux d'emprunt sont chers, plus les marchés financiers ne vous font pas confiance, plus vous avez des difficultés d'endettement et plus vous avez des contraintes économiques. C'est cela ce que ça veut dire. Si aujourd'hui le Sénégal qui était bien noté et qui, sur la base de cette bonne note, de ses performances économiques, de sa bonne gouvernance qui a été saluée par les partenaires, à tort ou à raison, c'est les faits. Les faits, donc le Sénégal était bien vu par les partenaires. Ces mêmes partenaires disent maintenant que le Sénégal est mal vu. Je ne pense pas que les partenaires qui voyaient bien le Sénégal le faisaient pour les beaux yeux de Macky Sall ou les beaux yeux de son ministre des Finances ou de son Premier ministre. Ils le faisaient sur la base de critères objectifs d'évaluation parce que tous les pays au monde passent sous les codines de ces instituts d'évaluation ou de ces agences de notation et les procédures sont les mêmes, les paramètres ou les grilles d'analyse sont les mêmes. Je ne vois pas en quoi on pourrait, par exemple, défavoriser une note du Sénégal par rapport à d'autres pays. Donc, je crois qu'il faudrait qu'on ait l'objectivité de dire, vu tout ce que je viens de vous expliquer, qu'il y a une morosité, un marasme économique qui est réel. Chacun d'entre nous peut le juger par soi-même, dans son secteur d'activité. Nous parlons des médias. Connaissez-vous, vous n'êtes pas sans savoir la réalité dans le secteur des médias qui aujourd'hui vit une crise sans précédent du fait des mesures prises par le gouvernement actuel. Ce qui est valable dans le secteur des médias, c'est ce qui est valable dans le secteur des BTP, c'est ce qui est valable dans le secteur du commerce, c'est ce qui est valable dans le secteur des importations, c'est ce qui est valable dans le secteur des exportations. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, les exportations ont baissé. Les importateurs aussi n'importent plus parce qu'il y a une taxation douanière
insupportable pour ces gens-là. Les entreprises sont en train de déflater parce qu'il y a une dette intérieure qu'ils n'ont pas payée. Il y a des chantiers publics qui ont été arrêtés. Ou bien les gens font l'objet d'une pression fiscale qui les oblige à se réajuster, à réduire leurs charges par la compression de personnel. Et tout cela, ça tombe sur qui? Sur la tête des Sénégalais. Donc, ces Sénégalais-là qui vivent cette situation-là économique qui est défavorable sont en train de se dire, encore une fois, que les espoirs ou les attentes sont déçus. Donc, les Sénégalais sont un peu désabusés. Moi, je suis, ces dernières semaines, à l'étranger. Je parle à des Sénégalais qui sont à New York. Je parle à des Sénégalais qui sont dans d'autres pays comme le Canada. Ces Sénégalais, c'est des cadres de haut niveau qui espéraient, par exemple, revenir au pays ou participer au développement économique et social de leur pays parce que les promesses étaient mirobolantes. Les promesses de justice sociale, les promesses d'équité, les promesses de transparence dans la distribution des postes publics étaient telles que les appels à candidature avaient pu peut-être mobiliser ou séduire beaucoup de gens. Mais encore une fois, je vous le dis, j'ai voyagé en même temps avec un jeune compatriote très brillant qui travaille à la Silicon Valley, qui m'explique sa désillusion par rapport à toutes les annonces qui ont été faites et aussi cette méconnaissance de l'appareil d'État qu'on constate au jour le jour et qui préfigure de lendemain incertain. Et c'est d'ailleurs ce que le FMI disait, que la perspective économique du pays n'est pas bonne, n'est pas rassurante. Vous voulez, dans ces conditions, que ces gens-là demandent une majorité et que les Sénégalais, les yeux fermés, puissent les créditer comme ils l'avaient fait en 2024 à la présidentielle? Je ne le crois pas. Moi, je pense que leur base électorale s'est érodée. Il y avait ceux qui étaient mécontents ou qui ne leur faisaient pas confiance. Je ne pense pas qu'entre-temps aient été séduits par les actions posées par le gouvernement. Maintenant, ceux qui avaient voté pour eux ont pu être déçus. Ils sont nombreux dans les différents secteurs et ces gens-là, je ne les vois pas aller voter pour eux. Ceux qui étaient absolus à la présidentielle, considérant que ce n'était pas la peine d'aller voter, qui aujourd'hui voient une dégradation de la situation économique, financière et sociale du pays, seront bien obligés de se mobiliser pour aller voter. Je crois que c'est une situation à laquelle nous allons vers une élection assez ouverte qui va déterminer du choix définitif des Sénégalais. Parce qu'encore une fois, je crois que c'est une question de responsabilité personnelle. Ce n'est peut-être pas la première fois qu'on prédise une victoire de l'opposition aux législatives, ce qui n'est jamais arrivé au Sénégal. Pourquoi cela devrait-il arriver en 2024 ? Bon, mais écoutez, ce n'était jamais arrivé au Sénégal qu'un candidat de l'opposition gagne au premier tour avec 54%. C'est jamais arrivé au Sénégal. C'est jamais arrivé au Sénégal aussi avant 2022 que l'opposition soit plus ou moins à force égale à l'Assemblée nationale avec le parti au pouvoir. Ce n'est jamais arrivé au Sénégal aussi qu'on ait aussi des situations économiques aussi délicates que celles que nous vivons aujourd'hui. Donc, il y a des premières à n'en plus finir et ces premières peuvent autoriser aussi qu'il y ait toutes les autres surprises possibles dans le monde. Moi, je ne suis pas un oracle, je ne suis pas un devin, je veux être factuel, je veux analyser des faits. Les faits semblent autoriser à dire qu'il y a une désaffection ou un désamour entre le régime de Pastef et les populations. Et encore, voyez-vous, vous avez élu des gens qui viennent vous dire qu'il y a eu des événements au Sénégal qui ont été dramatiques, qui ont mobilisé toute une population pendant des années. Parce que moi, Premier ministre, quand j'étais à l'hôpital, quand je simulais une grève de la faim, et des gens s'étaient mobilisés pour qu'il y ait 80 morts par la suite de ces événements-là. Vous croyez que c'est sérieux? Vous croyez que ceux qui avaient voté pour ces gens-là, qui aujourd'hui découvrent que c'était une simulacre de grève de la faim, que c'était de la supercherie, c'était de la manipulation et des manœuvres politiques, vous croyez que ces gens-là seront prêts encore à faire confiance à des gens comme ça? Moi, je ne le crois pas. En tout cas, à la place de l'électeur qui avait voté pour ces gens-là, je me poserai des questions avant de mettre mon bulletin de vote dans les urnes. Parce que quelque part, je me suis rendu compte que j'ai été soulevé. Quelque part, on a insulté mon intelligence. Quelque part, on m'a manqué de respect. Quelque part, on m'a considéré, on m'a pris pour moins que rien. Et c'est Ousmane Sonko lui-même qui l'a dit. On n'invente rien. C'est lui-même qui a dit qu'il n'était pas malade et qu'il ne faisait pas de la grève de la faim. Et qu'il trompait son monde parce que c'était de la manipulation politique. Autre chose que Pastef avait dit, non à la transhumance. On a vu cette vague de ralliement notamment de responsables APR qui prennent le chemin de Pastef. On ferme la porte, on semble vouloir, en tout cas on a tenté de fermer la porte à Samba Ndiaye, alors que ça débauche. Mais c'est toujours l'incohérence. C'est-à-dire on fait toujours le contraire de ce qu'on a annoncé au Sénégal. On avait dit une éthique de gouvernance, une éthique de gestion.
On avait dit qu'on moraliserait la vie politique, qu'on ne voudrait plus de personne. C'est Sonko qui disait ici que ceux qui n'étaient pas avec Pastef avant le 24 mars n'ont qu'à rester chez eux. Mais c'est lui qui aujourd'hui se plaît à montrer des audiences pour débaucher des responsables de la paix ou d'autres formations politiques. À quoi cela ressemble? C'est renier sa parole, n'est-ce pas? Donc, toutes les promesses qu'il a eu à faire par le passé, il les a reniées. Il les a systématiquement reniées. Donc, aujourd'hui, c'est la question sur des engagements qu'il a eu à faire sur la gouvernance publique. Il est revenu sur ça. Tout compte but, je crois qu'un personnage de la sorte ne devrait certainement pas continuer à rassurer les Sénégalais ou à mériter que les Sénégalais puissent continuer à lui faire confiance. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit dans ce pays quand on disait que Macky Sall mettait des dossiers sur son coude? Ça a provoqué l'indignation générale. Ça a été un fonds de commerce pour Pastef. Aujourd'hui, c'est le même Ousmane Sonko qui se met devant ses militants à Dakar Arena pour dire qu'il n'y a rien à regarder sur l'affaire du scandale de l'ONAS. Il n'y a rien à voir sur l'affaire du scandale de Laser. Il n'y a rien à voir sur notre gouvernance publique, alors qu'en moins de 3 mois, on a vu des marchés de gré à gré qui ont occasionné une polémique publique entre le directeur général de l'ONAS, Cheikh Dieng, et son ministre Cheikh Tidiane Dièye, avec des correspondances publiées dans les médias pour accuser publiquement de corruption le ministre de l'assainissement. Une enquête est ouverte par le parquet sur ce scandale de l'ONAS. Le premier ministre, qui n'est ni juge, ni procureur, ni enquêteur, se permet de blanchir des protagonistes. Le scandale de Laser, de l'argent a été déboursé par des partenaires. D'abord, on a spolié un Sénégalais, un national sénégalais qui avait gagné un marché. On l'a spolié pour le donner à un Espagnol, un étranger, donc, alors qu'on nous parle de préférence nationale. Et de surcroît, on nous dit que ce marché a été pris au Sénégalais pour le donner à l'Espagnol parce qu'il y a des pots de vin qui ont été distribués. Le Premier ministre se permet sans aucune enquête, n'étant ni juge, ni procureur, ni quoi que ce soit, pour dire que le directeur général de Laser est blanc comme neige. Quel était le scandale qu'il y a eu à la Caisse de dépôt et de consignation avec la CGIS? Des marchés de gré à gré qui ont été décriés et le directeur de la CGIS a été limogé. Tous ces scandales-là, c'est moins de 3 mois, 4 mois. Et c'est tellement grave que c'est le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans un communiqué du Conseil des ministres, qui a écrit, et dans sa communication, que nous devons être exemplaires pour éviter la colère du peuple, parce que nous ne devons pas verser dans la corruption. Mais s'il alerte son gouvernement et les met en garde, c'est parce que le fait de corruption est là. Donc on ne peut pas aujourd'hui promettre aux Sénégalais la transparence, promettre aux Sénégalais la lutte contre la corruption, promettre aux Sénégalais la bonne gouvernance et verser dans des travers comme ça qu'on a eu à décrier à tort ou à raison. Dans le même temps, Ousmane Sonko évoque de possibles poursuites judiciaires contre des responsables de l'ancien régime parce que sur la falsification présumée des données économiques et financières du Sénégal, il ne lâche pas l'affaire. Malgré le démenti de Macky Sall et d'Amadou Ba, il persiste. Après, on ne sait pas qui dit la vérité. Ces poursuites contre Macky Sall et Amadou Ba qu'il souligne souvent, Madiambal Diagne. Non, mais écoutez, Ousmane Sonko fait de l'amalgame. D'abord, il ne peut poursuivre personne sur cette base-là, ce n'est pas lui qui décide. Il faudrait d'abord que la Cour des comptes puisse lui donner raison dans ce qu'il dit, avant qu'on puisse envisager des recommandations, traduire en acte ou en exécution les recommandations que la Cour des comptes ferait dans son rapport. On n'en est pas encore là. Donc, c'est prématuré que de parler de poursuivre qui que ce soit. Maintenant, Ousmane Sonko, il promet de poursuivre tout le monde à tout bout de champ. Il pense que c'est lui le procureur de la République, c'est lui les juges, il poursuit et il condamne. Il fait des déclarations à l'emporte-pièce sans aucune base sérieuse. Et ce qui m'étonne dans tout cela, c'est que les faits évoqués par Ousmane Sonko, il est le premier à être trempé dans ces faits. Ousmane Sonko, dès ses premiers actes qu'il a posés, il a parlé du foncier ici en disant qu'il va traquer les gens qui étaient bénéficiaires du foncier. Mais Ousmane Sonko, pourquoi il n'a pas osé parler il n'ose plus parler de cette question-là? Parce qu'il sait que les Sénégalais, comme lui, détiennent des dizaines de titres de propriété qui lui ont été affectés, qu'il a revendus ou bien qu'il garde encore par devers lui, et que ces gens-là ne se gêneront pas à les publier. C'est pour ça qu'il refuse de sortir son patrimoine. Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit? Qu'on doit publier dans le public le patrimoine
des gens qui nous gouvernent. Combien de fois Ousmane Sonko a été interpellé sur la publication de son patrimoine? Mais il n'ose pas le faire parce qu'il sait. La loi ne l'oblige pas à le faire. Hein, La loi ne l'oblige pas à le faire, mais il s'était engagé à le faire. Il s'était engagé dans le cadre de la transparence. Encore une fois, ce n'est pas parce que la loi l'oblige. La loi ne l'oblige pas. Mais c'était lui qui, de lui-même, avait pris la responsabilité d'exiger cette transparence totale. Et donc, on ne lui demande rien d'autre que de publier son patrimoine. À ce moment-là, les gens sauront si Ousmane Sonko est un fonctionnaire milliardaire ou multimilliardaire ou pas. Si Ousmane Sonko a bénéficié de titres de propriété donnés par l'État ou pas. Parce qu'il accusait les gens de cela. Donc, la meilleure façon de se défendre, c'est de dire aux Sénégalais, voilà mon patrimoine, je suis bien placé pour accuser les autres parce que je n'ai pas trempé dans ces magouilles. C'est facile de le prouver. Donc, Ousmane Sonko, aujourd'hui, la meilleure réponse qu'il peut donner, c'est publier son patrimoine. À ce moment-là, on verra si ce patrimoine-là est sincère et exhaustif ou pas. Quand Ousmane Sonko insinue des poursuites judiciaires contre Macky Sall, cela ne voudrait-il pas dire que cette question ne figure pas peut-être dans le protocole du Cap Manuel? Bon, écoutez, que ça figure ou ça ne figure pas, ce qui est indéniable, c'est qu'il y a eu un accord entre Macky Sall et Ousmane Sonko pour le sortir de prison à une semaine de l'élection présidentielle. Lui et Bassirou Diomaye Faye. C'est justement sur cette base-là que Ousmane Sonko a bénéficié de soutien matériel et financier de Macky Sall. C'est sur cette base-là qu'il y a eu une loi d'amnistie qui a été votée. Et soutien financier, dites-vous, hein? Soutien financier de Macky Sall. Mais je le dis et je le répète. Et moi, je ne parle pas à la légère, je suis bien placé pour le dire. On sait qui a négocié quoi et qui a signé quoi et quand et comment. Et quelles ont été les audiences nocturnes, nous le savons. Ousmane Sonko, à travers son discours, il ne peut pas prendre de l'argent de Macky Sall. Non, j'ai dit publiquement que ce protocole du Cap Manuel, si les gens veulent y voir clair, ils n'ont qu'à ouvrir une enquête publique. Et je suis prêt à témoigner pour ce que j'en sais. Et depuis lors, vous n'entendrez jamais Ousmane Sonko parler de cette question du protocole du Cap Manuel. Donc c'est facile d'accuser les gens. Mais encore une fois, si on veut la transparence, allons-y. On saura qui a fait quoi. Parce qu'aujourd'hui aussi, les Sénégalais ont le droit de savoir. C'est trop facile qu'on veuille passer à perte de profit ce qui s'est passé avec la loi d'amnistie qu'on veut détricoter pour un camp et contre un autre. C'est trop facile de vouloir jouer au sein alors qu'on a été aussi trempé jusqu'au cou. Voilà la réalité des choses. Donc, depuis lors, il y a des discussions, il y a des propos qui ont été tenus ça et là. Il y en a qui sont prêts à dire publiquement ce qu'il en est. Et ce pays-là, si on veut le gouverner et si Ousmane Sonko tient à montrer aux Sénégalais qu'il n'a rien à voir avec ça, il a l'appareil d'État. Il peut dès demain demander qu'on ouvre une enquête sur le cas du Cap Manuel. Le protocole du Cap Manuel, il n'a qu'à demander qu'on ouvre une enquête sur ça. S'il y a une affaire d'argent dans ce protocole, c'est grave, Madiambal Diagne. Mais écoutez, moi je peux vous dire qu'il y a eu un soutien matériel et financier qui leur a été accordé pour la présidentielle. C'est une réalité incontestable. Et un soutien politique qui leur a été accordé pour gagner la présidentielle. Personne ne mettra cela en doute. C'est ça la vérité aussi. Je crois que la question, elle est toute simple. On parle de protocole de Cap Manuel. Que les protagonistes disent qu'on veut ouvrir une enquête et qu'on ouvre une enquête. Mais on pense qu'il veut enquêter sur tout. La responsabilité de Macky Sall serait engagée. Hein? Mais je ne dis pas le contraire, parce que pour discuter du projet de Cap Manuel, mais il a fallu que Ousmane Sonko et Macky Sall en discutent. C'est ça la vérité aussi. Il faut dire les choses comme elles sont. Il faut être deux pour discuter d'un protocole. Maintenant, discuter d'un protocole, ça compte sur quelque chose et que l'une des parties ne respecte pas ses engagements est une chose. Cela n'empêche pas pour autant qu'on n'a pas discuté de protocole. Moi, j'ai eu à dire dans une radio qu'il y a des gens qui ont signé de leur propre main et il y en a d'autres qui ont fait signer par leur avocate. Il faut qu'on arrête aussi de tromper les Sénégalais. Si on veut connaître la vérité, Ousmane Sonko, je le dis à votre antenne, a toute la latitude d'ouvrir dès aujourd'hui une enquête sur le protocole du Cap Manuel si tant est qu'il n'a pas trempé à quoi que ce soit. Parce que aussi, Ousmane Sonko, quand même, on sait comment son emprisonnement, son incarcération s'est passée et quelles ont été les audiences ou les extractions qui ont été effectuées pour pouvoir lui permettre de discuter certaines choses. Parce que les Sénégalais, il y en a qui n'ont rien dit.
On l'a fait Parce sortir qu'ils de n'ont pas. prison discrètement pour qu'il aille discuter avec Macky Sall, c'est cela. Mais en tout cas, je vais vous dire une chose pour résumer la question. Ousmane Sonko certainement nous entend, ses collaborateurs nous entendent. On leur lance le défi d'ouvrir une enquête sur le protocole du Cap Manuel et chacun en dira ce qu'il sait. Et on est dans une. Et c'est bien pour la clarification du jeu politique. C'est bien pour la clarification du jeu politique qu'on sache les postures des uns et des autres. Madiambal Diagne, je rappelle que vous êtes donc candidat à ces élections du 17 novembre, premier jour de campagne ce dimanche. Vous rentrez fraîchement ce matin-là, vous rentrez de New York ou des États-Unis. J'imagine mardi, vous serez à Tambacounda, le procès de Bougane Gueye Dany. J'ai prévu de rendre visite à Bougane Gueye Dany en prison. Je crois que le procès est retenu pour le 30. J'avais souhaité qu'il soit jugé avant, parce que c'est une procédure de flagrant délit. La pratique ou la loi voudrait qu'on renvoie la personne prévenue à l'audience la plus proche. Je n'ai pas trouvé utile ou nécessaire de renvoyer Bougane Gueye Dany 15 jours après son incarcération. Je le regrette et je le déplore. Les faits pour lesquels il a été arrêté ne me semblent pas être des faits pour lesquels on devrait arrêter un Sénégalais ou un homme politique engagé dans une élection qui va concourir au suffrage des Sénégalais. J'ose espérer que les juges vont prendre leurs responsabilités pour mettre un terme à cette procédure et permettre à Bougane Gueye Dany de recouvrer sa liberté. Je n'attends pas moins d'eux. Je crois que la justice sénégalaise devra rester indépendante, libre, même si par ailleurs, encore une fois, il faut le préciser, Ousmane Sonko avait dit qu'il s'en prendrait aux gens après avoir nommé ses juges. C'est lui qui l'a dit, personne n'a rien inventé. Donc il a dégagé des magistrats pour nommer de nouveaux magistrats. J'ose espérer que ces nouveaux magistrats nommés par la volonté de Ousmane Sonko ne vont pas faire le jeu que Ousmane Sonko voudrait leur faire faire. En tout cas, ce serait rompre le serment de magistrats qu'ils auront signé et je ne crois pas que les magistrats sénégalais vont le suivre sur ce terrain-là. Donc, je m'attends à ce que Bougane Gueye Dany soit libéré le plus rapidement possible pour qu'il puisse retourner chez lui, mais aussi battre campagne, aller rencontrer les Sénégalais, leur exposer son ambition pour le pays et certainement dans le cadre d'une dynamique populaire, politique et démocratique, que les Sénégalais puissent le créditer des voix qu'il mérite au suffrage universel. Madiambal Diagne, ce projet de débat Ousmane Sonko, Amadou Ba, le CNRA s'oppose. Vous êtes pro ou anti de ce débat? Non, c'est un débat que j'encourage vivement. Vraiment, c'est une occasion rêvée pour que la démocratie sénégalaise soit encore plus éclatante. Que les électeurs sénégalais trouvent l'occasion de voir quelles sont les offres programmatiques qui demandent leur suffrage. Il est heureux que Ousmane Sonko ait lancé ce défi. Il est heureux que Amadou Ba ait accepté ce défi. Maintenant que le défi est lancé, que le CNRA dise que ça ne rentre pas dans le cadre du dispositif légal, je ne pense pas que cela puisse empêcher un tel débat. Le CNRA gère les temps d'antenne des candidats. Mais tous les soirs, toutes les journées, il y a sur vos radios et vos télévisions des confrontations entre candidats. Donc, je considère que la RFM ou un autre média peut inviter les deux candidats sur leur plateau et les soumettre à une confrontation ou un échange d'idées. Tous les soirs, cela se fait entre candidats. Donc, je ne vois pas pourquoi on organise des débats entre des candidats de Thiès ou de Saint-Louis ou un candidat de telle liste ou de telle autre liste et que les têtes de liste ne puissent pas être sur un même plateau. C'est sous cet esprit-là qu'il faut voir la chose. Ousmane Sonko a dit qu'il veut un débat. Amadou Ba a dit qu'il faut un débat. Il faut que toutes les deux parties puissent faire ce débat. Je considère qu'on ne peut pas faire l'économie de ce débat-là. Il n'y a pas de faux fuyant ou d'alibi ou bien chercher à se réfugier derrière une institution quelconque pour éviter un tel débat. Donc, Amadou Ba est prêt. Il est prêt à faire un débat dès aujourd'hui avec Ousmane Sonko. Il est même prêt à faire plus qu'un débat. Aujourd'hui, on peut ouvrir le débat pour la campagne électorale entre lui et Ousmane Sonko, comme il peut accepter même que un autre débat puisse clôturer la campagne électorale pour que les Sénégalais aient des éléments d'appréciation.
Amadouba piaffe d'impatience, son cas piaffe d'impatience et prépare les dossiers. Et on verra maintenant, carte sur table, sur la face du monde, devant tous les Sénégalais, on va savoir qui dit la vérité et qui ne dit pas la vérité, qui est un stagiaire et qui est le professionnel, qui sait gérer l'État et qui ne sait pas gérer l'État, qui est capable de sortir le pays de sa torpeur et qui n'est pas capable de le faire. Aujourd'hui, c'est ça l'enjeu du moment. Babacar, je vous en supplie et j'en supplie ton média de faire en sorte que ce débat ait lieu. En tout cas, nous, du camp de Amadouba, nous travaillons absolument pour un tel débat. Merci, on a bien noté. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Joe Macron pour son hébergement technique, à Abdou qui était à la régie. Restez avec nous, les programmes continuent. Bonne fin de week-end à tous. Mi tekan